l'invité de cet entretien, c'est Gilles Kepel. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Politologue, professeur des universités, spécialiste de l'islam et du Moyen-Orient. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane. Gilles Kepel, bonjour. Bonjour. Gilles Kepel, et on l'a vu ces dernières heures, ces derniers jours, la tension montée entre les États-Unis et l'Iran. Est-ce que selon vous, une attaque de l'Iran par les États-Unis est inéluctable ou est encore évitable ? Alors, comme toujours avec Donald Trump, c'est une affaire de deal. Vous savez, c'est un promoteur immobilier donc, qui essaye de terroriser ceux qui possèdent le terrain qu'il veut acquérir pour faire un immeuble épouvantable. Et c'est un peu la situation avec l'Iran. Pour l'instant, il a amassé des forces considérables dans le Golfe Persique, une armada, il a des avions qui sont prêts dans la base de Diego Suarez, il est en négociation avec les Israéliens, le chef d'état-major israélien Eyal Zamir était avec Dan Kane, le chef d'état-major des États-Unis, vendredi à Washington, donc toutes les préparations sont faites pour mettre la pression maximum sur Téhéran pour le contraindre à une négociation. Une négociation que les Iraniens veulent retarder le plus possible puisque les demandes des États-Unis vont s'équivaloir plus ou moins à une sorte de capitulation en termes militaires. Et dans cela, vous avez un autre type d'acteurs qui sont les États voisins du Golfe, alliés des États-Unis, États arabes, très gros producteurs de pétrole et qui ont également aujourd'hui transformé leur économie pour faire en sorte que leur pays soit attractif en termes touristiques. Ce sont des hubs financiers, on le connaissait déjà pour Dubaï. L'Arabie saoudite est en pleine transformation aujourd'hui, essayant d'attirer les touristes. C'est une zone de développement économique, bancaire, etc. Ils ont absolument besoin de calme. La perspective d'une guerre dans la région leur pose de très gros problèmes, d'autant plus que le pétrole, même s'il a un petit peu remonté du fait des tensions autour de $70 en moyenne, s'était maintenu cette année vers les 58-60 $ le baril, ce qui est très inférieur par rapport aux besoins des pays de la région. L'Iran, par exemple, a un budget qui est calculé à l'équilibre sur 124 $ de baril. On en est très loin. Et il en va de même pour l'Arabie saoudite, par exemple. Il y a de très grosses dépenses d'infrastructures. Ceux qui s'en tirent le mieux sont les petits États en termes de quantité de population, mais pas en termes de quantité d'argent dans leur coffre-fort, c'est-à-dire les Émirats et le Qatar. Mais eux sont très fragiles par rapport à une attaque iranienne, surtout le Qatar. Du reste, le Premier ministre qatari, Mohamed Ben Abdelrahman Al-Thani, était à Téhéran pour discuter avec Ali Larijani, le conseiller spécial du guide Khamenei, lequel revenait tout juste de Moscou, où là, il avait dit, bon, on peut voir la négociation, dit de Moscou, c'est-à-dire avec les Russes qu'il soutenait. Mais juste parce que Donald Trump, ces dernières heures, il dit encore espérer un accord. Est-ce que cet accord est possible et est-ce que ça voudrait dire que l'Iran est prêt à renoncer sur le plan du nucléaire ? Alors, tout dépend de ce que vous appelez renoncer sur le plan du nucléaire. Actuellement, de toute façon, le nucléaire iranien n'est pas opérationnel. Il a été démoli lors de la guerre des 12 jours du mois de juin de l'année passée, 2025. Il y a du matériau fissile qui se promène dans la nature et c'est ça qui inquiète aussi beaucoup un certain nombre d'observateurs parce que si le régime s'effondrait, on ne sait pas ce qu'il adviendrait. Et c'est du reste ce que, dans la négociation, dans l'espèce de chantage, c'est ce que font valoir les Iraniens. On n'est peut-être pas terrible, mais si après nous, ça sera encore pire. Ça sera le chaos. C'est ça qui met la terreur chez les dirigeants du Golfe. Je vous rappelle que quand Donald Trump est venu faire la tournée des popotes dans le Golfe après sa réélection, il a appelé ça la tournée à des milliers de dollars, puisqu'il a d'une certaine manière racketté chacun des États du Golfe d'environ 1000 milliards de dollars. Ça allait des avions qu'il lui offrait, son Boeing présidentiel qu'il peut garder après pour aller à Mar-a-Lago ou autre. Donc ce sont des gens qui sont en négociation avec lui et qui ont quand même un impact, oui.
Et quand Ali Khamenei dit que les Américains doivent savoir que s'ils déclenchent une guerre, cette fois-ci, ce sera une guerre régionale. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Il veut dire qu'en fait, l'Iran s'en prendrait aussi à un certain nombre de ses voisins? Oui, il veut dire exactement ce que je viens de vous dire, à savoir que c'est pas tellement l'Iran qui va souffrir, ce dont tout le monde se fiche aux États-Unis, mais ce sont les alliés, le tiroir-caisse, qui ont abondé la manne financière de Donald Trump, lequel, par ailleurs, est dans une situation qui n'est pas extraordinaire du point de vue intérieur. Sa coalition victorieuse, qui avait permis de fédérer dans une espèce de tout sauf Biden les ouvriers qui votaient plutôt démocrates autrefois, même les latinos et les noirs qui votaient aussi plutôt démocrates parce qu'ils ne supportaient plus la politique de wokisme délirant de Biden, Kamala Harris, etc., aujourd'hui sont en train de se dissocier. Les ouvriers voient l'inflation et les salaires qui restent bas. Les latinos et les noirs sont terrorisés par la politique de la police aux frontières qui arrête toute personne colorée et qui tue ad libitum. Ils ont tué donc cette dame blanche et aussi et aussi surtout en termes de représentation pour les MAGA, l'infirmier qui a été abattu à terre d'une manière ignominieuse. Enfin, on a l'impression qu'on était c'était des images qui ont été d'ailleurs identifiées à celles de soldats nazis abattant des juifs ou des civils pendant la guerre sur les réseaux sociaux. C'est un infirmier qui était spécialisé dans les grands traumas des militaires américains blessés à l'étranger, des vétérans. Donc ça, pour l'électorat MAGA, c'est une bourde terrible, ce qui fait qu'il a licencié une ou deux personnes, laissé passer, mais si vous voulez, c'est quelque chose qui est en train aujourd'hui, il faut qu'il calcule tout ça. Lui, il n'aime pas, il vit dans la hantise de ce qu'on appelle en anglais les boots on the ground, c'est-à-dire les bottes sur le terrain, d'envoyer des gens, parce que sur place, le bilan des Américains en Afghanistan et en Irak a été absolument calamiteux. Mais c'est ce qui explique un peu les réticences de Donald Trump, parce qu'on a un peu du mal à voir où il veut aller. Il y a quelques semaines, il s'adressait aux manifestants iraniens en disant « Tenez bon, on arrive ». Bon, et pour le moment, il n'y a toujours rien. Il envoie, vous le dites, l'armada américaine. Et là, il dit ces dernières heures espérer un accord. Qu'est-ce qui explique cette illisibilité? Gardez ce que je vous ai dit en tête. Promoteur immobilier qui veut terroriser le gars, le malheureux propriétaire du terrain qu'il veut lui piquer et le faire l'acheter à bas prix, en mettant le feu, en crevant ses pneus, je ne sais quoi. Et c'est ça qu'il veut faire. Regardez son fonctionnement avec le Venezuela. Bon, il a trouvé une Delcy Rodriguez. Je ne suis pas sûr qu'il y ait Delcy Rodriguez en Iran, c'est un peu plus compliqué. Avec le Groenland, si j'avais été spécialiste du Groenland, c'est moi qui aurais été à cette place la semaine dernière. Ensuite, il a fait son truc, ça a plus ou moins marché. Maintenant, il est là, il fait la pression en Iran, mais il n'est pas, et c'est ce que les Iraniens sentent bien, il est réticent à aller plus loin parce qu'il a peur du diable qui va sortir de la boîte, si vous voulez, de la boîte de Pandore, si j'ose dire, s'il attaque. Et avec surtout les alliés arabes qui lui disent « Oulala, attention, les manœuvres iraniennes militaires qui ont eu lieu hier et ce matin encore, je crois, dans le golfe d'Ormuz. Le golfe d'Ormuz fait 50 km de large. Il y a 20% du pétrole mondial qui passe par là tous les jours. Bon, c'est un pétrole qui est surtout destiné à la Chine et à l'Inde. Les Européens et les Américains en prennent très peu. Mais l'essentiel, c'est l'Irak et l'Arabie saoudite qui passent par là, qui exportent leur pétrole. Donc ces pays sont extrêmement inquiets s'ils ne peuvent pas le sortir. Les Saoudiens, comme je vous l'ai dit, ont aujourd'hui de gros soucis de budget parce que Mohammed Ben Salman a une politique de développement touristique. Vous entendez même sur les radios des publicités pour aller faire des voyages en Arabie saoudite, etc. Tout ça, ça demande de très gros investissements et les Saoudiens, disons, se sont fait un peu mener par le bout du nez par des maquignons des États-Unis qui leur ont survendu des projets pharaoniques qui sont aujourd'hui arrêtés parce que totalement non rentables. Et donc, il y a le régime saoudien, le pouvoir saoudien ne peut pas se permettre de se laisser entraîner dans une situation où son pétrole serait bloqué. Alors certes,
ça ferait monter le prix du baril, mais s'il ne peut pas circuler, c'est pas terrible. Stéphane. Comment est-ce que les choses peuvent atterrir finalement, si on vous entend bien? En fait, il ne peut pas y avoir de conflit, c'est trop préjudiciable aux uns et aux autres. C'est préjudiciable, mais il peut quand même advenir, parce que je ne pense pas que les Iraniens veuillent faire une provocation parce qu'ils sont dans une situation catastrophique. C'est-à-dire que le régime iranien, aujourd'hui, alors on n'a pas encore d'idée absolue du nombre de morts pendant les 2-3 jours de répression totale, mais on parle en termes de dizaines de milliers, 10 000, 20 000, on ne sait pas malheureusement, c'est terrible de dire ça, mais la répression a été épouvantable, les gardiens de la révolution ont tiré dans la tête, on a vu les catastrophes avec les piles de morts, le racket des familles qui devaient payer 25 000 $ pour pouvoir enterrer. Enfin, c'est quelque chose. Un régime ne peut pas tenir uniquement sur une répression pareille. Et surtout, ce soulèvement, par opposition à celui de Mahsa Amini, la jeune femme Bad Hejrabi, celle qui était mal voilée dans un commissariat, entre guillemets, qui était kurde par ailleurs, donc d'une minorité, et qui a surtout mobilisé des classes moyennes. Donc ça a permis que l'Iran d'aujourd'hui ne peut plus obliger les femmes à être voilées dans la rue. On le voit bien dans les photos, dans les images, les gens qui en reviennent. Ils ont dû renoncer à ce qui était l'un des piliers du khomeïnisme. Mais ça, c'est une concession, si vous voulez, secondaire, cosmétique, d'une certaine manière, par rapport au système. Là, ceux qui se sont révoltés, ce sont les classes moyennes et pauvres sur lesquelles le régime s'appuyait. La paupérisation massive de la classe moyenne iranienne, la planche à billets utilisée abondamment, les banques liées aux gardiens des révolutions qui ont fait faillite avec des pyramides de Ponzi, tout ça, c'est quelque chose qui fait que le régime n'a plus aujourd'hui de base sociale. Mais il a sa garde prétorienne, c'est-à-dire, oui, et on ne sait pas, par exemple, ce qui s'est passé il y a 2 jours, quand il y a eu une série de fuites de gaz. Alors, je sais bien que le pays est un pays gazier, voilà, dans les explosions. Donc, tout ça est assez fragile quand même. Donc c'est le moment. C'est effectivement le moment de la plus grande tension. Effectivement, le régime iranien, depuis 1979, n'a jamais été aussi fragile. Il est ruiné, il a perdu sa base sociale, il est entouré d'ennemis. Mais d'une certaine manière, sa capacité de maintien en place, c'est de se dire, si je tombe, c'est le chaos généralisé. D'où la question que vous m'avez posée. Et je vais commencer par les plus fragiles, c'est-à-dire les gars de la région, le Qatar. Il suffit de lui envoyer un missile pour qu'il soit hors de fonctionnement. Une des problématiques, c'est qu'il existe une opposition structurée au régime iranien, mais à l'extérieur de l'Iran. À l'intérieur, et encore. Et encore, bon, il y a bien sûr le fils du Shah qui a suscité un certain engouement de la population. Je ne suis pas sûr qu'il ait la capacité de mobiliser à l'intérieur. Et significativement, vous n'identifiez pas de relais à l'intérieur, en fait, d'organisation, de personnalité. Vous savez, la répression en Iran, c'est une chose épouvantable. Alors, le régime, généralement, il y avait le système, c'est Khamenei, le guide suprême, qui a tous les pouvoirs, avec son fils Mojtaba, qui est aujourd'hui, d'une certaine manière, le grand vizir, d'une certaine façon. Et puis, le président de la République qui est élu, qui n'a que des pouvoirs cosmétiques, c'est un peu un président 4e République, si j'ose dire, dans l'enceinte du Sénat, et donc qui, de temps en temps, soufflait le chaud ou le froid. On a eu Ibrahim Raïssi, celui qui est mort dans un accident d'hélicoptère, qui était vraiment un dur et un type qui aimait bien faire tuer les opposants, et il est mort... peut-être pour la volonté divine ou d'autres, je ne sais pas. Et ensuite, on a mis ce docteur Pezeshkian, qui veut dire physician en iranien, c'est-à-dire médecin, et qui, lui, dit non, on va calmer, on va être... qui est plutôt quelqu'un qui donne un visage de modération, mais ils ne représentent pas d'alternative, ils sont tenus par le système. On met une marionnette d'un côté, une marionnette de l'autre. Aucun d'eux, aujourd'hui, ne représente une force d'opposition. Pezeshkian, il est président de la République, donc même s'il a dit on a raison de se révolter, mais pas trop, il a quand même les mains rougies du sang des manifestants tués. Que peut la voie diplomatique aujourd'hui? Quand les Européens classent les gardiens de la Révolution parmi les organisations terroristes, qu'est-ce que ça change concrètement? Alors, en apparence, ça ne change rien. En réalité, ça contribue à isoler significativement l'Iran, parce que ça veut dire que
les Iraniens ont besoin de réseaux pour se fournir en pièces détachées, choses. Ils ne peuvent pas trouver tout en Russie ou en Chine. Vous voyez. L'Europe représente, ils ont toujours un ambassadeur ici, ils ont un centre culturel, bon, qui a des activités limitées, mais ça permet quand même de maintenir un certain nombre de voix qui vont être désormais de plus en plus coupées, ce qui contribue à un isolement croissant du régime. Ils ont ailleurs très mal réagi et ils ont classé toutes les armées européennes comme groupes terroristes. Qu'est-ce que ça change là aussi? Rien, mais simplement ça montre leur nervosité, ce qui fait qu'ils ont été quand même touchés. Que va faire Israël? Alors, c'est la grande question. Je vous ai tout à l'heure que le chef d'état-major, Eyal Zamir, était à Washington vendredi. C'était pas pour faire du tourisme, évidemment. Et je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à voir à Washington. Et donc, c'était essentiellement pour voir dans quelle mesure Israël pourrait faire l'objet d'un chantage iranien. Lors de la guerre des 12 jours en juin 2025, Israël a utilisé son dôme de fer, c'est-à-dire sa batterie de missiles antimissiles, pour lutter contre les missiles. Les Iraniens ne peuvent pas utiliser leur arme nucléaire, parce que ce n'est pas une arme, ils ont du nucléaire, mais ils ne peuvent pas la mettre sur des vecteurs, si vous voulez, pour l'instant. En revanche, ils ont énormément de missiles balistiques qui peuvent faire des dommages sérieux. Ils en ont envoyé des quantités sur Israël, et surtout beaucoup de leurres, qui ont fait que les Israéliens, les missiles, ils vont à l'heure, ils y vont. Et, ça a saturé le... oui, ça enlève, les missiles, ça coûte très cher. Donc la question aujourd'hui pour Israël, c'est de savoir s'ils ont assez sur un dôme de fer qui a été reconstitué de manière suffisante pour résister à l'attaque de missiles que l'Iran serait en état de donner. Et ça, on ne le sait pas. Les hypothèses qui ont plaidé pour dire après que Trump a déclaré « allez-y, l'aide arrive », ce qui était d'une certaine manière criminel, puisque l'aide n'est pas arrivée. Et donc, je n'ose pas dire qu'il est co-responsable du massacre, mais en tout cas, il a encouragé des gens à aller au casse-pipe, d'une certaine façon. Ça fait partie des choses qui sont en suspens. Est-ce qu'Israël est capable de se défendre? Ça, c'est un des éléments hypothétiques, si vous voulez. Vous avez les États du Golfe qui ont très peur, qui ne veulent surtout pas d'affrontement parce qu'ils vont en être les premières victimes. Est-ce qu'Israël est capable d'assurer non seulement une attaque, mais surtout, les Israéliens, on l'a bien vu en juin 2025, disposent d'un réseau d'espionnage à l'intérieur de l'Iran extrêmement sophistiqué. Aussi bien les anciens Moudjahidines, Ralk, qu'un certain nombre de Kurdes, etc. On l'a vu, ils ont réussi, par exemple, quand ils ont liquidé le chef du Hamas qui était venu à Téhéran pour l'élection du président Pezeshkian. Il était convoqué comme tous les gens qui étaient des fidèles du système iranien. Il a été tué dans sa chambre d'hôtel, dans la résidence ultra sécurisée, par un drone qui était tiré quasiment de l'immeuble d'en face à Téhéran. Donc, où les Israéliens avaient quand même des implantations assez fortes. On va terminer, puisque Gilles Kepel, votre dernier livre s'appelle « Antiterrorisme à la traque des djihadistes ». On va terminer en parlant de cette question des djihadistes, Stéphane. Oui, déjà, on parlait du classement des gardiens de la Révolution parmi les organisations terroristes au niveau national, mais au niveau européen, pardon. Moi, j'ai envie de vous demander à quoi sert la résolution qui a été votée par l'Assemblée fin janvier pour demander l'inscription des frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes. Alors, c'est quelque chose qui est demandé notamment par la droite américaine, par les Israéliens, un certain nombre de choses. Les frères musulmans, c'est une nébuleuse d'islam politique, c'est la première dans le monde sunnite, créée en Égypte en 1928 par un instituteur coranique qui s'appelait Hassan el-Banna et qui a fait un immense prosélytisme à travers le monde, et notamment dans le monde occidental, au fur et à mesure de l'installation de populations musulmanes issues de l'immigration. En France, ils ont commencé à se créer à partir de mouvements. Alors, ils ne reconnaissent pas ces organisations appartenir aux frères musulmans, se disent proches, etc. Ça a été l'Union des organisations islamiques de France, en France puis de France, puis musulmans de France aujourd'hui. Donc leur objectif, c'est plutôt l'entrisme dans les sociétés européennes, l'alliance éventuellement avec des partis politiques d'extrême gauche, d'où la polémique en ce moment autour de LFI, qui s'en défend, les autres l'en accusent, et le fait de construire des réseaux de pouvoir, entrer dans les systèmes municipaux,
devenir adjoint au logement, adjoint aux emplois, etc., pour construire des écoles, essayer de développer une représentation islamiste, si vous voulez, dans les populations d'immigrés, en rupture avec la laïcité républicaine. Cet entrisme, on le verra à l'œuvre cette année pour les municipales en France ? C'est assez probable, oui. Et ça va être d'ailleurs un des éléments clés dans les municipales. Vous allez avoir d'un côté le Rassemblement national qui va faire une grande partie de sa campagne en dénonçant l'entrisme islamiste, et de l'autre côté, LFI s'appuyant sur qu'il espère être des réseaux de voix issus de la population musulmane des quartiers périphériques, en disant « votez pour nous ». Sinon, c'est, entre guillemets, les fascistes et les islamophobes, entre guillemets, qui vont l'emporter. Donc c'est un élément... Là-dedans, si vous voulez, sur le territoire français, les frères musulmans eux-mêmes ne sont pas dans une logique de terrorisme. Ceux qui ont été terroristes, alors peut-être ils sont passés un moment, ils ont été formés par les frères musulmans, etc., mais pour les frères, la stratégie n'est pas la terreur, c'est l'entrisme. Néanmoins, dans les cas où il y a de la violence, ils vont passer à la violence. Le Hamas est, au départ, la branche palestinienne du mouvement international des frères musulmans, si vous voulez. Merci beaucoup Gilles Kepel pour cet entretien et pour votre éclairage. On voit votre dernier livre coécrit avec Jean-François Ricard, Antiterrorisme à la traque des djihadistes, c'est chez Plomb. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. La une de Ouest France, tout autre sujet, c'est cette jeunesse rurale en manque de transport. Stéphane, à la une de votre journal. On se retrouve demain, Stéphane.